Bonsoir. Je vais d'abord vous dire que ça me fait très plaisir d'être là, et je ne dis pas ça à chaque fois que je donne une conférence. Ça me fait plaisir parce qu'on est nombreux ce soir, d'abord, pour aborder ce sujet hautement essentiel et qui est un petit peu passé à la trappe des débats ces derniers mois, pour un bien ou pour un mal. Ça nous a permis aussi, en parlant d'autres sujets, d'éviter que la campagne électorale soit dominée par les discours faciles des populistes, parce qu'en effet, je pense aussi qu'il est beaucoup plus facile d'appeler à la haine qu'à la compassion. Ça me fait donc plaisir d'être là pour ça, pour aborder ce sujet très important, et puis de l'aborder avec des personnes avec lesquelles j'ai l'occasion de travailler sur ce sujet depuis longtemps et dont j'apprécie beaucoup le travail, des personnes et des organisations. Je travaille au CNCD 11-11-11, le Centre national de coopération et développement, qui est historiquement la coupole des organisations de solidarité internationale en Belgique francophone, fondée plutôt par les ONG de développement, mais qui a été cofondée par le CIRE d'ailleurs dès le départ en 1966, et qui a progressivement réuni plus largement des organisations de la société civile qui veulent travailler ensemble sur les questions internationales. Et donc on travaille sur les questions d'aide au développement, mais aussi sur les migrations, sur le climat, sur le commerce, sur la justice fiscale, etc., avec un principe commun à toutes ces actions, c'est que si on veut pouvoir changer la société, il faut le faire en sensibilisant ensemble et en promouvant ensemble le débat et la démocratie, qui ne s'arrête pas dans l'isoloir, mais qui se passe aussi ici ce soir. Il faut qu'on le fasse en soutenant nos partenaires dans les pays en développement, mais il faut aussi qu'on le fasse en changeant les politiques publiques et en interpellant nos décideurs et nos décideuses politiques. Et ça, c'est le cœur de mon travail, puisque je dirige le département de plaidoyer politique. Je vais vous parler du pacte mondial migration, c'est le contrat, mais je vais un tout petit peu désobéir au début, puisque je suis le premier des intervenants et intervenantes. Il me semblait nécessaire quand même de poser 2-3 balises sur la question de la justice migratoire, et avant ça de l'injustice migratoire qui nous a amené à développer ce concept de justice migratoire. Mais je vous promets qu'ensuite on va parler de ce pacte mondial migration et que je vais prendre le temps de vous expliquer un petit peu de quoi il retourne. Mais commençons par la question de l'injustice. On ne serait pas ici ce soir si les migrations n'étaient pas l'objet de nombreuses injustices. On parle d'abord d'une première dimension de ces injustices, qui sont la dimension internationale. En effet, mais d'abord, on sait que l'une des grandes raisons des migrations, pas la seule, mais une des grandes raisons des migrations, ce sont les inégalités internationales. Donc si des gens migrent, ils le font pour un tas de raisons, mais une des raisons qui pousse les gens à se déplacer, c'est la quête d'une vie meilleure, qui est entre autres due au fait que dans un tas d'endroits aujourd'hui sur cette planète, il n'est pas possible de vivre dignement et de faire vivre dignement votre famille. Et donc, Branko Milanovic, qui est un économiste de la Banque mondiale, a par exemple montré qu'aujourd'hui, le lieu d'origine avait plus d'influence sur votre niveau de vie que la classe sociale dans le pays dans lequel vous vivez. Ça ne veut pas dire évidemment que la classe sociale n'a pas d'importance, mais aujourd'hui les inégalités internationales, les inégalités sociales au niveau mondial, si vous voulez, ont toujours d'abord une dimension géographique. C'est très important de le rappeler. Deuxième inégalité au niveau international, c'est l'inégalité dans la prise en charge des migrations. Alors, on pourrait disserter longuement, et je serai le premier à le dire, sur le fait que les migrations, quand elles se passent dans de bonnes conditions, et ça va d'ailleurs être tout le cœur de la philosophie qu'il y a derrière le pacte mondial migration, les migrations, elles ont un effet positif, et pour les pays d'origine, et pour les personnes qui migrent, et pour les pays d'accueil. Sauf que pour ça, il faut qu'on ait un cadre qui permette que ça se passe bien. Et aujourd'hui, le cadre qui, partout dans le monde, est un cadre de fermeture, de construction de murs, de création de zones de non-droit pour les personnes qui migrent, fait que les migrations constituent un fardeau pour toute une série de pays, parce que les gens migrent sans l'avoir choisi, dans de mauvaises conditions, et notamment, ce n'est qu'une des dimensions des migrations, mais se pose la question des réfugiés, qui sont des gens qui ont quitté leur terre pour des raisons, parce qu'ils y sont forcés, certains pour des raisons de causes naturelles, et le réchauffement climatique, sur lequel je travaille pas mal, est de plus en plus une des causes de déplacement, d'abord à l'intérieur des pays, et puis de déplacement international, et puis les guerres, les sécheresses, etc. Et on ne le dit pas assez souvent, même si je pense que les personnes qui sont dans cette salle aujourd'hui
sont au courant de ça, mais dans l'opinion publique, beaucoup de gens ne se rendent pas compte à quel point les pays qui accueillent le plus de réfugiés sont de très loin les pays en développement. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand quelqu'un doit quitter son pays ou doit quitter sa ville en catastrophe, il va d'abord chercher à rester à l'intérieur de son pays. Il sera alors déplacé et pas réfugié, selon la terminologie internationale. Et puis, s'il doit quitter son pays, il ou elle va chercher d'abord à rester le plus près possible de son pays, tout simplement dans l'espoir de pouvoir y retourner quand la situation se sera calmée. Le cas de la Syrie est un excellent exemple. Vous savez que l'énorme majorité des réfugiés qui ont quitté la Syrie sont en Turquie, au Liban, en Jordanie, par exemple. Certains parce qu'ils n'ont tout simplement pas réussi à aller plus loin, mais une bonne partie d'entre eux parce qu'ils ne cherchent pas à aller plus loin, parce que leur volonté, c'est de retourner dans leur pays. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui le début d'un retour d'une partie des réfugiés syriens, pas parce que la situation politique s'est améliorée, le dictateur Bachar el-Assad est toujours à la tête du pays, mais parce que la situation de sécurité s'est améliorée, parce que tout simplement, Bachar el-Assad a écrasé la rébellion. Troisième dimension de ces inégalités internationales, c'est les inégalités intra-européennes. On a adopté au début des années 2000 un règlement qui s'appelle le règlement de Dublin, dont on entend beaucoup parler dans les médias sans toujours bien comprendre de quoi il s'agissait. Eh bien, le règlement de Dublin, tout simplement, il partait de l'idée que si on voulait avoir une répartition équitable de la prise en charge des demandeurs d'asile en Europe, eh bien, il suffisait d'avoir une règle très simple. Le premier pays dans lequel une personne mettait les pieds allait demander l'asile dans ce pays-là, et ce serait le pays qui serait en charge de traiter la demande d'asile. Oui, sauf que on partait de l'idée que les gens allaient pouvoir prendre l'avion pour choisir entre arriver en Suède, en Belgique, au Luxembourg ou en Allemagne et demander l'asile. Mais depuis, les politiques de restriction, non seulement aux migrations, mais aussi à la mobilité, tout simplement, à la capacité que les gens ont à aller d'un pays à l'autre, sont devenues de plus en plus graves, ce qui entraîne le fait qu'il est aujourd'hui à peu près impossible de migrer en prenant l'avion pour demander l'asile, et donc qui pousse les gens à prendre la mer au péril de leur vie et à arriver en Grèce, en Italie, en Espagne, et donc à obliger ces pays-là à supporter un poids énorme en termes de prise en charge des demandeurs d'asile. Dans le cadre de la crise de 2015, un accord avait été trouvé au niveau européen pour ce qu'on appelait des relocalisations, donc le fait d'assurer une re-répartition des gens qui arrivaient dans ces pays-là. Malheureusement, les pays membres de l'Union européenne n'ont pas respecté leurs engagements, et la Belgique, qui n'est pas le plus mauvais élève, est quand même un mauvais élève. Elle n'a pas mis en œuvre ses engagements à ce niveau-là. Première dimension de l'inégalité, c'est l'inégalité internationale. Je passe plus rapidement sur deux autres dimensions de cette inégalité qui me semblent très importantes à signaler. C'est aussi l'inégalité sociale dans chaque pays d'abord. Qui peut migrer ? Contrairement à ce qu'on nous dit, nous n'accueillons pas toute la misère du monde, cette fameuse phrase attribuée à Michel Rocard. Qui peut migrer ? Ce sont ceux et celles qui ont la capacité à migrer. Et donc, les plus miséreux sur notre planète, ce qu'on appelle parfois le milliard d'en bas, la plupart du temps n'ont pas la capacité à se déplacer, ou ils le font à l'intérieur de leur propre pays, parce que migrer, ça coûte extrêmement cher. Et surtout, qui peut migrer dans de bonnes conditions ? Eh bien, ce sont les plus riches, et avant tout les plus riches des pays riches. Et j'en suis moi-même le parfait exemple, puisque il y a une quinzaine d'années, j'ai choisi de partir vivre au Brésil. J'ai passé 2 ans là-bas en faisant du volontariat. Ça a été un petit peu compliqué d'un point de vue administratif pour avoir mon visa, mais je savais que si je pouvais aller m'installer grosso modo n'importe où dans le monde. Pourquoi ? Parce que je suis un homme blanc, universitaire, né en Belgique, et que donc je ne suis pas soupçonné comme le serait une femme malienne qui cherche même à venir passer une semaine ici en Belgique pour voir sa famille, qui est avant tout suspectée de migration illégale et à laquelle on va refuser le visa. Donc cette dimension sociale me semble très importante. Et puis il y a une dimension de genre très forte. Il y a eu une féminisation des migrations ces dernières décennies. Dans ma présentation, j'ai mis fortement, il faudrait que je nuance ça, parce que les migrations ont toujours eu une proportion féminine importante, quoique peu visible. Mais il y a quand même un phénomène de féminisation aujourd'hui. Mais ce que je voulais surtout souligner, c'est que les politiques de restriction des migrations ont des conséquences beaucoup plus graves sur les femmes que sur les hommes, avec comme premier et principal exemple de ça, évidemment, que partout où vous fermez des frontières, vous créez des zones de non-droit, et donc du trafic des êtres humains, et donc des violences, et que les femmes sont du coup beaucoup plus susceptibles de subir des violences sexuelles que les hommes dans ces conditions-là. Et tout ça derrière un cycle
extrêmement négatif, un cercle vicieux qui se renforce, où chaque élément renforce l'autre. Donc on part du stéréotype que les migrants nous volent nos droits. Et c'est ce que vont utiliser les populistes, à commencer par notre cher ancien secrétaire d'État Theo Franken. Ils vont utiliser, et donc la NVA est un excellent exemple, c'est un parti qui a attaqué sans cesse depuis qu'elle est au pouvoir, enfin pendant les 4 années qu'elle a passé au pouvoir, elle a attaqué notre système de sécurité sociale, et puis elle vient brandir dans les médias la nécessité de protéger ce système de sécurité sociale contre les migrants qui viendraient nous profiter de notre système. Le problème, c'est que ce discours marche parce que le discours de la haine fonctionne mieux que le discours de la compassion. Et donc, il y a une demande de la part d'une partie de l'opinion publique et d'une partie importante de l'opinion publique de mettre en place des politiques restrictives de migration qui vont interdire ou en tout cas limiter très fortement les possibilités de migration. Et donc, puisqu'on empêche ces migrations, on crée du non-droit. Et donc, en créant du non-droit, on crée des situations, et c'est la situation des sans-papiers en particulier que je veux désigner ici, des situations d'abus des droits sociaux d'une partie de la population qui vit sur notre territoire. Évidemment, ça entraîne quoi? Ça entraîne que ces gens dont les droits sont violés sont obligés d'accepter des situations extrêmement difficiles pour quand même pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Et donc, le cercle continue, puisque ces gens travaillent ils travaillent en noir, ils travaillent dans des situations de non-droit, et donc ils peuvent beaucoup plus facilement être vus comme une menace à nos propres droits, et le cercle vicieux s'alimente. Et donc nous avons l'obligation aujourd'hui de renverser et de créer un cercle vertueux en commençant par déconstruire les préjugés. C'était le thème d'une campagne importante menée par le CIRE ces dernières années. Déconstruire les préjugés pour expliquer que ce mythe, par exemple, de la destruction de nos emplois et de la sécurité sociale par les migrations est effectivement un mythe et que tous les économistes montrent que l'impact des migrations sur notre emploi, sur notre sécurité sociale, sur nos finances publiques, etc., est un impact qui est en fait proche de zéro, mais que si impact il y a, c'est un impact qui est plutôt positif. Deuxièmement, ça nous permettra de redébattre de l'ouverture de voies sûres et légales de migration, de la possibilité qu'on peut avoir de réouvrir une partie des possibilités de migrer, ce qui ne veut pas dire supprimer les frontières, ce n'est pas la même chose. Et à côté de ça, troisième dimension, c'est la lutte pour les droits des personnes migrantes, avec notamment, il y a eu une manifestation ces derniers jours là-dessus, le soutien aux sans-papiers, parce que aussi, en accordant des droits à ceux qui n'en ont pas, on diminue les possibilités de dumping et les possibilités d'attaquer les droits des gens qui ont un statut régulier sur le territoire, et ceci main dans la main avec la lutte pour les droits des travailleurs et des travailleuses en général. Et donc, tout ça, ça nous demande de changer de logiciel et de construire un contre-discours au discours anti-migration. Et c'est à partir de là que nous avons construit collectivement, avec un tas d'acteurs, dont le CIRE et Médecins du Monde, qui sont représentés aussi ce soir, l'idée de justice migratoire. Alors derrière l'idée de justice migratoire, les premières fois qu'on a employé ce mot-là, beaucoup de gens nous regardaient en disant « mais pourquoi vous associez ces deux termes-là ?» Mais l'idée, c'est simplement derrière de remettre les notions de justice et de migration ensemble et de parler de droits humains, de parler d'égalité et de parler de solidarité, en n'oubliant pas qu'on ne peut pas parler de migration sans parler plus largement des grandes dimensions des inégalités internationales. Je ne vais pas vous les détailler tout ici parce qu'on me fait signe qu'il me reste 5 minutes, mais il me semble vraiment important de dire que tout ça va dans un ensemble et qu'on ne peut pas, que je pourrais vous faire des liens entre chacun des cercles qui sont sur la dia que vous voyez. Alors, je passe sur les axes de revendication, on pourra y revenir plus tard. Le Pacte mondial migration, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une initiative qui a été prise par les Nations Unies dans l'après ou dans le contexte de la crise humanitaire de 2015, que nous refusons d'appeler crise migratoire, puisque le problème n'était pas le fait que les migrations, même si elles avaient fortement augmenté, les migrations principalement dues aux réfugiés avaient fortement augmenté en 2015, la crise, elle venait de la capacité humanitaire d'accueil, parce qu'on avait refusé de mettre en place les mécanismes pour accueillir les gens qui arrivaient principalement sur le sol européen. Dans ce cadre-là, en 2016, les Nations Unies prennent une initiative qui aboutit d'abord à une déclaration en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies de 2016, qui est la déclaration de New York, qui appelle à prendre une initiative multilatérale pour une gouvernance mondiale des migrations. Et c'est ce qui va amener à 2 grands pactes, un premier que je ne vais pas aborder ici,
qui est le pacte mondial sur les réfugiés, dont on a en fait beaucoup moins parlé, mais qui est important aussi. Et puis un deuxième, qui est ce pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, et chacun de ces termes est important. Ce pacte a été négocié longuement tout au long de l'année 2018 sous la direction de Louise Arbour, qui est la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour les migrations, qui est l'ancienne procureure au tribunal pénal international pour le Rwanda puis pour l'ex-Yougoslavie, et qui a mené d'abord un long processus de consultation, qui a sorti une première version du texte que dans le langage des Nations Unies on appelle le Zero Draft, qui a ensuite amené à des négociations plus formelles, qui ont abouti une première fois en juillet, où ce qu'on appelle dans les Nations Unies les Sherpas, c'est-à-dire les négociateurs techniciens, ont clôturé une version définitive du texte, si vous voulez, qui a été soumise à l'Assemblée générale au mois de septembre, pour ensuite faire l'objet, en décembre, d'une adoption formelle au sommet de Marrakech, avec 152 voix pour, 12 abstentions et 5 voix contre, qui étaient les États-Unis, la Hongrie, Israël, la Tchéquie et la Pologne. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'entre l'approbation en septembre, l'approbation informelle, si vous voulez, en septembre, où Charles Michel, notre Premier ministre, était allé dire « notre pays soutiendra le pacte mondial pour les migrations » et décembre, eh bien, les nationaux populistes, un peu partout dans le monde, et surtout en Europe, ont agité le spectre de ce pacte pour exciter la haine des autres, la haine de l'autre, à des fins purement électoralistes et en utilisant des arguments qui ne tenaient absolument pas la route, mais qui marchaient bien et qui faisaient monter des inquiétudes. Parce que le pacte mondial migration, eh bien, c'est avant tout un document de vision plus qu'un nouveau traité international. C'est une vision qui dit quoi? Si vous reprenez les parties qui sont en vert ici, ceci est un copier-coller de l'affirmation de la vision dans le pacte mondial, mais qui dit comment est-ce qu'on peut s'en sortir. 1. Améliorer la coopération. C'est en travaillant ensemble au niveau international, pays d'origine, pays de transit, pays d'accueil, et ça se mélange parfois, que nous pourrons trouver des solutions. 2. On réaffirme que les migrations ont toujours fait partie de l'expérience humaine, c'est pas un phénomène nouveau, c'est fondamentalement inscrit dans l'expérience de l'humanité, et ce, depuis que l'humanité a quitté l'Afrique pour conquérir l'ensemble des continents de la planète, que les migrations sont, donc je disais, inscrites dans notre vécu d'humanité. Troisièmement, elles sont potentiellement très positives. Elles sont un facteur de prospérité, d'innovation et de développement. Et quatrièmement, pour y arriver, et ça va avec la coopération, il faut améliorer la gouvernance internationale des migrations. Sur cette base-là, le pacte affirme une série de principes que je ne vais pas vous lire maintenant, mais si vous jetez un coup d'œil à la DIA, vous voyez que ce sont quand même des principes très très généraux et consensuels de développement durable, de respect des droits humains, d'adaptation aux besoins des enfants, etc. Et il y en a un que je veux pointer en particulier, et je vais y revenir dans un instant, c'est la réaffirmation de la souveraineté nationale. Contrairement à ce que certains ont pu prétendre, la souveraineté nationale des États est réaffirmée. Sur cette base-là, alors, une série d'objectifs sont opérationnalisés, et derrière eux, il y a des actions très concrètes. Derrière chacun des 23 objectifs, que de nouveau, je ne vais pas vous lire dans le détail, qui sont prononcés et qui vont constituer un plan d'action qui n'est pas contraignant, mais derrière lequel les États s'engagent, non pas juridiquement, mais politiquement, de façon à mettre en œuvre un cadre international qui va permettre que les migrations se passent bien. De nouveau, je ne vous les passe pas tous en revue, on peut y revenir dans le débat, mais on est autant dans la mise en place d'éléments qui permettent aux gens de vivre dignement là où ils sont nés, de lutte contre le trafic, de gestion des frontières, dans l'affirmation aussi de la nécessité de coopérer dans la gestion des frontières, d'appui aux diasporas, etc. Alors, beaucoup de controverses, 3 réponses rapides. Le pacte est-il contraignant? La réponse est claire, elle est dans le pacte, non. Le pacte n'est pas juridiquement contraignant, même si je vais dans un instant nuancer cela. Mais donc il n'entraîne pas, de jure, il n'entraîne pas en droit des obligations nouvelles pour les États. Deuxièmement, est-ce qu'il met fin à la souveraineté des États? Ben non, je viens de le dire. La souveraineté des États est réaffirmée. Souveraineté, évidemment, qui n'empêche pas la coopération internationale, comme la Charte des Nations Unies ne remet pas en question non plus la souveraineté des États, mais elle entraîne quand même des obligations de coopérer. Est-ce que c'est la fin des frontières? Non. Les frontières sont réaffirmées, et il ne faut pas oublier qu'il y a une différence majeure entre mettre fin aux frontières et permettre aux gens de passer les frontières.
Et notamment, le fait de contrôler les gens qui passent une frontière n'est pas lié directement ou pas à la volonté de les faire migrer ou pas. Moi, je suis personnellement tout à fait partisan du fait qu'on puisse contrôler qui entre et qui sort du territoire de la Belgique. Ce n'est pas la même chose que de dire on va décider qui peut entrer, qui peut sortir, et on va limiter au maximum les gens qui peuvent entrer en contrôlant les gens à l'entrée. Ça permet simplement de savoir qui est sur le territoire. Ce n'est pas fondamentalement négatif. Mais alors, à quoi ça sert si c'est un pacte qui est non contraignant? Eh bien, sans être légalement contraignant, je crois qu'il faut voir ce pacte comme une avancée très importante qui n'est qu'un premier pas vers un renversement de la tendance actuelle, qui est cette tendance anti-migration qui est animée par les nationaux populistes. D'abord, il y a une question de vision. Réaffirmer que les migrations, et c'est ce qui pose le principal problème aux nationaux populistes, et notamment à la NVA, c'est qu'on réaffirme que les migrations, ce n'est pas d'abord quelque chose de négatif. Et c'est ce qui fait très mal à des gens qui excitent la question migratoire dans le but de nous monter les uns contre les autres. Ils ne peuvent pas accepter l'idée que les migrations, à certaines conditions, peuvent être positives. C'est d'ailleurs là-dessus que l'EMR et la NVA se sont déchirés, parce que l'EMR, majoritairement en tout cas, refuse un discours qui dit « les migrations sont d'abord négatives ». Il est opposé aux migrations irrégulières, mais il n'accepte pas le discours de la NVA, qui est un discours qui dit non, on est d'abord contre les migrations. Deuxièmement, il y a la réaffirmation de droits qui sont existants, mais qui sont aujourd'hui de plus en plus en danger. Troisièmement, il y a l'ébauche d'une gouvernance multilatérale, je l'ai dit, et puis il y a la constitution d'un plan d'action qui n'est pas juridiquement engageant, mais qui est politiquement engageant, et sur lequel nous allons pouvoir demander des comptes au prochain gouvernement en disant, et on ira voir la déclaration gouvernementale, en disant notre pays a signé cette déclaration, qu'est-ce que vous allez faire pour la mettre en œuvre? Il y a quand même une série de limites, je ne peux pas m'attarder dessus, mais je vais en citer une. C'est que, par exemple, est réapparue dans la dernière version du texte la possibilité d'enfermer les enfants. Vous savez que nous sommes avec beaucoup d'organisations en campagne contre l'enfermement des enfants. Il y a une campagne dirigée surtout par le CIRE, la Ligue des droits humains, qui dit on n'enferme pas un enfant, point. Eh bien, malheureusement, la dernière version du texte a vu réapparaître la possibilité d'enfermer en dernier ressort les enfants. C'était un des éléments les plus inquiétants. Et donc, je conclus en vous disant qu'on est dans un contexte qui est particulièrement défavorable pour aborder la question migratoire dans de bonnes conditions. On est de plus en plus coincé, de façon générale, entre deux discours dominants. L'un qui est dominant depuis 40 ans, qui est le discours du néolibéralisme, et ce qui se pointe de plus en plus comme un pseudo-contre-discours au néolibéralisme, qui est le discours des populismes du repli sur soi, qui nous dit la mondialisation, elle fait mal, alors la meilleure solution contre la mondialisation, c'est de se replier et surtout d'empêcher les migrants de venir plutôt que de réguler la finance internationale. Et donc, c'est le moment ou jamais d'affirmer une autre voie, notre voie, et je le mets avec un X et avec un E, qui est celui d'une mondialisation, de l'universalisation des droits. Et pour moi, pour nous, le pacte mondial migration, eh bien, c'est un outil, et juste un outil à ces fins, que nous ne devons certainement pas essentialiser, dont nous ne devons certainement pas faire la recette miracle pour améliorer la gouvernance internationale des migrations. Nous avons des propositions qui vont souvent bien plus loin que le pacte mondial migration, mais avec cet outil-là, on peut commencer à construire un autre modèle qui est celui de la justice migratoire. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. Celui-là marche. Oui, merci beaucoup, Nicolas Van Nuffel. La merveille de nos nouvelles technologies, c'est qu'on peut poursuivre ces échanges par les réseaux sociaux, par tous les moyens qu'offre la technologie. Aujourd'hui, nous devons faire très très attention au temps qui passe. Tempus fugit, time flies when you're having fun. J'ai le plaisir de vous présenter Federica Infantino, qui travaille avec le GERM, l'Institut des études européennes à l'ULB, à qui je cède sans plus tarder la parole, et je la remercie. Bonsoir, merci beaucoup. Alors moi, je suis Federica Infantino, je suis chargée de recherche du FNRS au GERM, qui c'est le groupe de recherche sur les relations ethniques, l'égalité et les migrations. Donc nous sommes un centre de recherche qui s'occupe de plusieurs sujets, entre autres les inégalités en général, mais surtout les migrations. Et il y a un nombre de personnes qui travaillent en particulier sur le contrôle des migrations et des frontières. Et en fait, c'est vraiment ça mon sujet de recherche.
et je m'occupe de la mise en œuvre de ces contrôles des migrations et des frontières. Alors aujourd'hui, j'ai été invitée, et je remercie beaucoup pour cette invitation. J'ai été invitée pour donner, pour voir un peu une analyse de ce pacte mondial sur les migrations. Voilà, l'objectif de mon intervention, c'est vraiment celle d'analyser le pacte mondial pour des migrations subordonnées et régulières qui vient d'être établi et plus ou moins adopté comme il a été mis en évidence avant moi. Donc, on m'a demandé de parler des implications du pacte au niveau européen. Et alors, cette question me mène tout d'abord à dresser une situation un peu paradoxale, à savoir que ce pacte n'est pas contraignant et pourtant est le sujet d'un nombre de débats et de réactions extrêmement négatives. Et donc c'est ça vraiment l'enjeu. Comment se fait-il qu'un pacte pas contraignant est tellement politisé? Alors commençons par analyser le contenu. Alors, tout d'abord, comme ça a été dit, il s'agit de soft law. Ça veut dire que c'est un accord pas contraignant, pas directement applicable. Le pacte statue le respect de la souveraineté des États, comme ça a été dit. Et en fait, parce que, voilà, il faut quand même rappeler que le contrôle des migrations et des frontières est emblématique de la souveraineté des États. C'est difficile de vraiment rentrer dans ces sujets-là et de dire, ce pacte ne dit absolument pas aux États comment doivent admettre les migrants ou si ne pas admettre les migrants. D'un point de vue strictement juridique, plusieurs objectifs du pacte se fondent sur des principes qui existent déjà dans le droit international, à savoir le principe de la sécurité juridique, comme la transparence des procédures, la protection de la vie humaine, la prohibition de la discrimination et l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, ce pacte ne fait que s'appuyer sur ces principes qui existent déjà. Donc, si on n'est pas d'accord avec ces principes, ce qui mettrait en discussion la notion même d'état de droit, il faut s'adresser au droit international existant plutôt qu'au pacte mondial sur les migrations. Donc, le pacte vise surtout la promotion de la coopération au niveau mondial, car les migrations, par définition, sont un phénomène qui dépasse les frontières nationales. Donc, le pacte vise cette coopération mondiale parce qu'il reconnaît que les migrations, tout en étant un phénomène positif, ont des conséquences à adresser tant dans les sociétés d'accueil qu'en dans les sociétés de départ, qu'entre les deux. Donc, il dit que c'est quelque chose, les migrations sont quelque chose de positif, mais il faut adresser toutes les questions qu'ils posent. Donc, il ne s'agit pas d'un discours simplement positif qui ne reconnaît pas le défi que les migrations impliquent. Parmi les objectifs principaux figurent la collecte et l'échange de données afin d'améliorer les politiques, pour faire des politiques plus efficaces. Donc, lutter contre certaines causes de la migration, fournir des informations correctes à toutes les étapes de la migration, favoriser les filières de migration régulière, sauver des vies, renforcer la lutte contre le trafic des migrants, gérer les frontières, ne recourir à la détention administrative qu'en dernier ressort. Donc, le texte reflète une approche existante de gestion de migration, on l'appelle comme ça, la gestion des migrations, mais n'invente rien de nouveau. Il ne fait que réétablir ces principes qui font vraiment partie d'une gestion internationale de la migration, et aussi il ne fait que restatuer le respect des droits humains. Donc, ça, c'est les deux éléments les plus importants du pacte. Et donc, ce pacte veut promouvoir plus de réglementation des migrations au niveau mondial, plus de coopération entre différents pays autour de la réglementation des migrations. Donc, ceux qui critiquent le pacte affirment que, tout en s'agissant de soft law, ces dispositions non contraignantes
vont dans tous les cas influencer la production des politiques et des lois et leur mise en œuvre dans l'avenir. Donc ça, c'est une possibilité. Donc on dit, voilà, l'idée c'est de dire, OK, c'est du soft law, mais de toute façon, ça va avoir une influence, parce que ça va diriger la manière de faire sur l'immigration dans l'avenir. Donc c'est une possibilité. Dans la littérature scientifique, les soft laws sont définis comme des réglementations qui existent, là où des formes de réglementation plus contraignantes ne sont pas possibles. Et je reviens toujours à l'idée de la souveraineté. Non? Donc, c'est vraiment difficile de rentrer dans ces domaines. Donc, on a des soft laws parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Mais encore une fois, on parle de quoi? D'une possibilité de majeure coopération dans la réglementation d'un phénomène qui dépasse les frontières. Donc, refuser ce pacte signifie en réalité quoi? Refuser de réglementer le phénomène signifie promouvoir du laisser-faire. Donc, on ne veut pas réglementer l'immigration, on veut faire du laisser-faire. Ou on veut pas, on refuse totalement ce phénomène. Donc, refuser ce pacte signifie refuser l'immigration. Donc, c'est de la promotion de la fermeture dans un monde globalisé. Donc, c'est ça les questions, à mon avis, qu'il faudrait poser à ceux qui refusent le pacte et ceux qui le critiquent. Et si vous êtes des étudiants en journalisme, je pense que vraiment, c'est des questions à poser aux décideurs politiques et à ceux qui sont tellement contraires à ce pacte. Donc, en effet, refuser le pacte semble plutôt vouloir refuser le multilatéralisme. Donc des engagements internationaux, car ceci est souvent mis en relation avec la perte de souveraineté. Donc on entend le multilatéralisme, donc s'engager de façon internationale comme une perte de la souveraineté. Mais est-ce que ceci est correct? Alors les choses sont comme d'habitude un peu plus compliquées. Voilà, participer à des enceintes supranationales ne veut pas forcément dire perdre de la souveraineté. Au contraire, l'histoire, par exemple, de la construction de l'espace Schengen nous montre exactement le contraire, que les États membres, au moment de la construction de l'espace Schengen, en participant aux enceintes supranationales, ont réussi à réaliser des objectifs et à atteindre des objectifs qu'ils ne pouvaient pas réaliser au niveau national. Donc, souvent, délaisser une partie de la souveraineté à des enceintes supranationales signifie en fait regagner de la souveraineté parce que signifie regagner la capacité de gouverner. Si on pense par exemple au multilatéralisme dans le cadre des politiques de sécurité, pourquoi on met jamais en discussion le fait de participer, de coopérer avec d'autres pays lorsqu'il s'agit de politiques de sécurité? Et les politiques de sécurité sont vraiment au cœur du contrôle des frontières et des migrations, et de la souveraineté étatique. La sécurité, encore, c'est un emblème des États-nations. Donc, et on a pas mal d'instruments pour contrôler les frontières et les migrations qui découlent de niveau européen, par exemple. Si on pense au système d'information Schengen, au Visa Information System, au système Entry-Exit, la biométrie. Donc, le multilatéralisme a fait participer à coopérer au niveau international, renforce la souveraineté, souvent. Donc, il faut vraiment faire attention avec cette espèce de connexion entre multilatéralisme, participer, coopérer avec d'autres États et perte de souveraineté nationale. Un autre argument qui avance ceux qui critiquent le pacte est celui qu'ils disent que les juges nationaux vont utiliser ces principes dans le jugement des cas. Mais les juristes sur ça sont très très clairs. Ça n'arrive jamais. Si on regarde à d'autres exemples, les juges, les juridictions nationales n'utilisent pas des principes non contraignants pour
juger sur des cas spécifiques. Donc voilà, ça c'est plus ou moins toutes les questions que ce pacte met en évidence. Et moi, c'est vraiment ma contribution à ce débat, c'est vraiment dans le sens de bien penser à quelles sont les questions à se poser autour de ça. Et je vais terminer juste sur, vu que ça a été dit il y a quelques jours par Theo Franken, que voilà, si la NVA participe au gouvernement, il refuse de mettre en œuvre ce pacte. Alors, encore une fois, alors regardez qu'est-ce que c'est la mise en œuvre de ce pacte que Theo Franken refuse. En fait, la mise en œuvre consiste en la création d'un pôle de liaison entre les États au niveau des Nations Unies et une plateforme mondiale pour échanger des connaissances, des données, donc des expertises. Et il refuse aussi de produire le rapport biennal sur sa mise en œuvre. Donc voilà, c'est de ça qu'on est en train de parler. La mise en œuvre n'est pas du tout, on parle pas. Moi, je travaille sur la mise en œuvre, donc je sais ce dont je parle. La mise en œuvre au quotidien du contrôle des frontières d'immigration, on ne peut pas la comprendre à partir de textes, dans aucun cas, et le pacte d'immigration ne fait pas exception. Il n'y a pas vraiment de principe qui touche à la mise en œuvre au quotidien. S'il y en a, ils ne font que reproduire ce régime de gestion de migration internationale qui existe déjà. Et donc, voilà, refuser la mise en œuvre signifie seulement refuser de créer ce pôle de liaison au niveau des Nations Unies et de créer une plateforme mondiale pour échanger des connaissances sur les migrations. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Federica Infantino. Nous changeons maintenant de perspective, quelque part. J'accueille Societango. Vous allez me dire de quel organisme vous allez parler de la migration.